Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire Les Républicains de Cannes, candidat donc à la présidence de cette association des maires de France. Et comme Philippe Laurent, on est ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Et toujours à mes côtés, Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France. On commence par deux petites questions d'actualité. David Lisnard, d'abord qui touche votre ville de Cannes, puisqu'on s'en souvient, la semaine dernière, il y a eu une attaque dans votre ville de Cannes devant le commissariat, un homme qui a agressé des policiers. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus d'informations? Où en est l'enquête? Moi, j'ai les informations qui ont été divulguées dans la presse et qui sont du ressort d'ailleurs du parquet. C'est pas à un maire de divulguer le contenu d'une information judiciaire. C'est une mauvaise habitude qui a été prise en France que chacun divulgue ce qui relève du judiciaire. On a un individu qui, au nom du prophète, a proféré des coups de couteau en essayant de tuer 2 policiers et les autres policiers l'ont neutralisé. L'enquête, pour l'instant, laisserait apparaître qu'il n'y aurait pas de lien avec une filière terroriste. Voilà. Mais ça renvoie à cette réalité que l'on vit. Je l'ai souvent évoqué depuis des années et des années. La ville de Cannes est une ville contrastée, comme beaucoup de nos villes. C'est une des villes les plus contrastées de France, avec un taux de pauvreté élevé, puisqu'on a plus de 20%, là où la moyenne française est de 13,8, et une ville qui est aussi au carrefour de flux migratoires et donc des tensions qu'on rencontre dans toute la société française aujourd'hui. On va parler de la crise sanitaire, puisque les maires sont en première ligne face à cette crise sanitaire. On le voit, les taux d'incidence remontent. Vous avez été, vous, l'un des premiers à alerter sur cette question. On se souvient de l'opposition du gouvernement face à votre volonté d'élargir la vaccination dans votre ville. Là, vous opposez à la prolongation du port du masque en extérieur. Comment vous qualifiez aujourd'hui la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement? Et est-ce que vous avez l'impression que les leçons ont été tirées et que les maires sont plus écoutés aujourd'hui? Certaines leçons ont été tirées, évidemment. Moi, j'ai un principe de base dans la vie, c'est que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. C'est de Montesquieu. Et notamment lorsqu'il y a une crise, et j'ai vécu malheureusement des inondations meurtrières à plusieurs reprises, il faut être très très précis sur l'information et être cohérent. Et qu'est-ce qui est inutile aujourd'hui? Ce qui est inutile, par exemple, c'est lorsque... 2 choses. Effectivement, le port du masque en extérieur, ça peut paraître accessoire, mais c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais le fait, alors que l'on sait que ça ne sert à rien, sauf s'il y a une densité stagnante dans un marché, par exemple, moi je l'ai rendu obligatoire, là, les marchés alimentaires, etc., ça démotive le citoyen et ça crée finalement, ça tue un peu le lien civique. Et c'est un travers très français, très tatillon, très bureaucratique que de multiplier les normes, que de multiplier les règles, mais de ne pas faire appliquer les règles nécessaires. Ensuite, deuxièmement, je pense que la messe du mardi soir avec le président de la République qui, au dernier, annonce ce que découvrent les préfets, les maires et parfois les ministres à la télé, autant on peut la comprendre dans un premier temps lorsqu'il fallait dramatiser pour montrer la gravité du virus et de cet inconnu d'ailleurs à l'époque en termes de létalité et de contagiosité jusqu'à l'été 2020, il y avait encore des incertitudes. Aujourd'hui, à mon avis, elle participe de cette, là aussi, de cette infantilisation de la vie publique et qui en plus, je pense, est négative pour l'exécutif parce que ça lui fait reposer sur les épaules une responsabilité qui devrait être partagée, y compris au plan local. C'était la 9e adresse du président de la République aux Français sur le thème de la crise sanitaire. C'était l'allocution de trop pour vous? Non, je n'ai pas à dire que c'est à chacun de se faire son opinion. Il est légitime, il est président de la République, mais annoncer une prise de parole en raison d'une dramatique sanitaire et puis en réalité proférer un propos qui a comme préoccupation peut-être autre chose que la crise sanitaire, mais les prochaines élections présidentielles et législatives, à mon sens, était un acte plus politicien qu'autre chose. Et sur la décision de conditionner la 3e dose au bénéfice du pass sanitaire, ça c'était une bonne décision ou pas? Non, je ne crois pas que ce soit une bonne décision. C'est efficace pourtant, le pass sanitaire, il a fait ses preuves. Oui, le pass sanitaire a fait ses preuves dans tous les pays qui l'ont adopté. Et la vaccination est absolument nécessaire. J'en suis un ardent promoteur depuis longtemps. On va parler de En revanche, vous savez, il y a l'acceptation civique. Et ça passe par l'explication, la pédagogie, et pas par les sentences et le côté un peu infantilisant qui, à mon avis, produit un effet inverse. On va parler de votre candidature à la tête de cette association des maires de France. Pourquoi vous avez choisi de vous présenter? Parce que c'est dans la continuité d'un choix de vie. J'ai commencé à m'engager dans la vie publique. Alors, depuis très longtemps, quand j'étais gamin, bien que personne ne faisait de politique chez moi. Je ne suis pas du tout issu de cet univers-là. Je suis issu d'un univers d'indépendants et de commerçants, anciens sportifs qui se sont recyclés dans le petit commerce. Mais j'ai toujours été engagé, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai eu une première expérience professionnelle avec Jacques Pélissard,
C'était il y a plus de 20 ans et j'ai eu la chance de commencer avec Jacques Pélissard qui était député maire de Lons-le-Saunier. Je l'ai accompagné dans le Jura, dans les 147 communes de sa circonscription, dans sa commune. Et il était vice-président de l'AMF, comme moi je le suis depuis quelques années. Et il était motivé par l'Association des maires de France. Et c'est lui, je pense, qui m'a donné cette vocation-là. Et ensuite, lorsque je suis devenu élu local en 2001, je n'étais pas encore maire, mais j'ai représenté ma commune de Cannes à l'Association des maires de France depuis 2001. J'ai été auprès de Jacques Pélissard lorsqu'il était président de l'AMF, président de Service Public 2000, qui était le beau cabinet d'audit que l'on a réorganisé, restructuré, renforcé, qui est devenu Espelia, parce que j'ai fait aussi un peu d'audit dans ma vie. Et lorsque je suis devenu maire, en 2014, je me suis engagé ardemment à l'AMF et aujourd'hui, François Baroin m'apporte sa confiance et j'en suis honoré. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement de Philippe Laurent ? Moi, je sais pas. C'est à vous de le dire. C'est au maire de le dire. On vous pose la question à vous. Non, mais non, parce que moi, je cherche pas à me différencier. Je cherche à être cohérent, à apporter un projet qui est le mien. Oui, il nous a dit c'est ce qu'on veut faire de l'association. C'est la manière dont je souhaite effectivement que l'association des maires de France, bien sûr, soit dynamisée, parce qu'il faut toujours profiter du renouvellement des instances pour apporter un souffle nouveau, mais soit conforme à sa vocation, qui est inscrite dans son objet même. C'est dans l'objet de l'AMF que d'être pluraliste, que d'être représentative, et j'ai essayé d'être fidèle à cette tradition. C'est plus qu'une tradition, c'est ce qui fait la singularité, la crédibilité, la force de l'AMF, c'est d'être représentatif des mairies de France. Donc dans mon équipe, il y a un équilibre entre la ruralité, et je ne sais pas si on dit l'urbanité, mais les communes plus grandes. Il y a bien sûr beaucoup de maires qui ne sont pas encartés, parce que beaucoup de maires n'ont pas d'engagement partisan, mais parmi ceux qui ont un engagement partisan, on respecte le spectre des partis politiques, y compris de l'UDI d'ailleurs, puisque j'ai plusieurs UDI dans mes équipes. Et c'est ce qui fait, c'est la garantie dans la durée de la capacité d'indépendance de l'AMF et surtout de sa capacité de porter une parole libre à l'égard de l'exécutif, quel que soit son exécutif, qu'il soit de gauche, de centre, du centre, en même temps, ou de droite. Ce qui ne serait pas le cas avec Philippe Laurent. Est-ce que l'association deviendrait trop pro-Macron, pro-exécutif s'il est élu ? Moi, vous remarquerez que dans mes prises de position, j'essaie toujours de rester concentré sur mon projet. J'ai apporté des choses très concrètes, comment on peut soutenir les maires H24 en période de crise, comment on peut les soutenir lorsqu'ils sont agressés, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Là, cette élection a pris une tournure plus politisée à partir du moment où il n'y a pas eu de liste unique, contrairement à ce que j'ai proposé jusqu'au bout, et je tiens à le confirmer ici. C'est-à-dire que vous lui avez proposé bien sûr, évidemment, bien sûr, pour rester oui, bien sûr, évidemment, et avec donc une compétition entre deux équipes, des équipes qui s'inscrivent dans cette pluralité évidente, et des équipes qui ont de la pluralité, mais qui sont presque à 70% composées de maires qui soutiennent le président de la République. Alors, on a le droit de soutenir le président de la République. Moi, je souhaite qu'il y ait des personnes qui le soutiennent avec moi, parce que ça fait partie de la vie politique, mais on ne peut pas avoir des maires qui représentent 2,2% des communes de plus de 10 000 habitants, on l'a vu au dernier résultat, ou 0,2% de toutes les communes de France, avoir 70% de la représentativité à l'AMF. Mais vous dites que vous avez voulu faire une alliance avec Philippe Laurent. Qu'est-ce qui fait qu'il a refusé ? Pourquoi ça a capoté ? Écoutez, je l'ignore, il faut demander à Philippe Laurent, il était sur le plateau tout à l'heure. On nous a dit qu'il n'y avait pas eu tentative d'accord. C'était trop court, en fait, pour négocier. En tout cas, on a une relation qui est correcte, je tiens à le dire, et je souhaite qu'elle le reste. Donc, je ne veux pas me laisser embarquer par la spirale de l'excitation préélectorale, mais jusqu'au bout, voilà, et tout le monde le sait. En tout cas, ceux qui suivent ça de près, j'ai essayé de faire en sorte qu'on propose une équipe unique, comme c'est la tradition à l'AMF, pour être le plus représentatif possible des maires de France. Je crois que l'enjeu est là. Sauf que vous le dites, c'est une élection qui est de facto très politisée. Vous avez chacun vos soutiens, vos détracteurs. Hier, on a vu ce courrier de Renaud Muselier. Alors, c'est le président de votre région, Renaud Muselier, qui appelle les maires de votre région à voter pour Philippe Laurent. Il a des mots très durs envers vous. Il dit aux maires de sa région: je vous affirme que le maire de Cannes, du haut de son tapis rouge, niché dans son palais des festivals, ne pourra jamais comprendre ce que vous et vos concitoyens vivez au quotidien dans vos territoires. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je ne réponds pas. Franchement, parce que quoi que vous fassiez, ça vous tire vers le bas. Vous avez cité ce propos qui est violent, qui correspond pas à ma vie. Voilà, je suis maire en ce qui me concerne. C'est pas le cas de celui qui tient ce propos. Je vis dans mon quartier de République. Je connais ma vie. Voilà, c'est tout. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui lui prend à Renaud Muselier? Écoutez, je crois qu'il est chez certains de vos confrères ce matin.
il expliquera. Je sais qu'en 2014, quand je me suis présenté, il était venu soutenir un autre candidat. En lisant sa lettre, on a l'impression contre une promesse de député européen. De ne pas l'avoir soutenu au régional et de ne pas avoir appelé à voter pour les forces républicaines, c'est ce qu'il dit. Non, mais c'est tellement absurde. Voilà. J'ai appelé à voter pour les forces républicaines selon la formule. C'est écrit, ça a été dit, c'est chez vos confrères. Et vraiment, j'essaie de garder de la dignité parce que j'ai un peu d'expérience et je sais que ce type d'attaque très grossière, quoi, un peu vulgaire, vous tire toujours vers le bas, quoi que vous disiez. Donc chacun se fera son opinion. Sur le positionnement que vous voulez donner à l'association, pour les maires qui nous écoutent ce matin, ils ont sûrement envie de savoir, est-ce que vous serez une force d'opposition ou est-ce que vous serez un partenaire de l'exécutif dans les dossiers qui concernent les maires, évidemment? Je pense que l'AMF, elle doit être indépendante et elle doit être un partenaire loyal de l'État. Et pour être loyal, il faut être libre. Et donc, pour être libre, par définition, il ne faut pas être vassalisé ou que l'AMF soit une antichambre du pouvoir. Et à ce titre, c'est la singularité de l'Association des maires de France. Et moi, je souhaite que l'AMF soit évidemment, comme elle l'est au quotidien, parce qu'on parle toujours des points de divergence. Et l'AMF est là pour défendre les libertés locales. Elle a été créée pour ça en 1907. Elle est là pour faire entendre la voix des maires, faire respecter les maires qui souvent ont été méprisés. Mais quand vous regardez les dernières années, évidemment, l'AMF, à juste titre d'ailleurs, tout le monde partageait ses positions, y compris ceux qui aujourd'hui parlent d'une dérive politicienne. C'était les premiers à voter les motions et à les revendiquer au sein de l'exécutif de l'AMF. Donc qu'on s'oppose à la nationalisation de la taxe d'habitation, qu'on s'offusque de ce hashtag Balance ton maire qui avait été lancé par l'exécutif, qu'on conteste le dispositif de Cahors qui a encadré administrativement nos dépenses par un État qui, lui, est surendetté, surfiscalisé, surdépensier et surtatillon. C'est normal que l'AMF prenne ses positions. En revanche, quand il y a le dispositif Cœur de Ville, l'AMF est partenaire et au quotidien, on travaille. Donc il faut garder cet esprit non partisan. L'AMF ne doit pas être un parti politique. L'AMF, elle doit représenter toutes les communes et d'où sa nécessité de représentativité. Et moi, c'est ce que je fais dans ma commune. C'est-à-dire, je suis qui je suis, j'ai mes convictions, je ne les cache pas, mais j'ai aucun sectarisme. Aucun. Et vous savez, je connais des gens qui sont beaucoup plus ambigus sur leurs convictions, beaucoup plus sinueux, et qui sont en fait très sectaires et qui n'acceptent pas que certaines personnes aient des convictions. Moi, c'est pas mon cas. Et vous, élu président de l'AMF, quelle est votre première mesure, votre priorité ? La première mesure, au-delà d'une réorganisation interne, que je ferai avec la belle équipe administrative qui est à l'AMF, il y a beaucoup de compétences, c'est d'essayer de créer une astreinte H24 pour les cas d'urgence qu'on rencontre en tant que maire. Moi, j'en ai rencontré, où on a besoin parfois de conseils immédiats. Alors ça va sur des situations de crise, mais aussi ça peut être au quotidien sur des appels à projets. On est assommé d'appels à projets. Beaucoup de mairies n'ont pas l'ingénierie nécessaire. Ça veut dire 24 heures sur 24, le maire pourra appeler quelqu'un à l'association des maires. Ça fonctionne, c'est pas lourd en fonctionnement. Ça fait toujours peur quand on en parle en interne, mais c'est très léger. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est aussi depuis la fin du cumul de mandats, députés-maires, on voit que la fabrication des lois est devenue encore un peu plus, si c'était possible, technocratique et hors sol. On l'a vu encore récemment sur les ZAN et sur d'autres dispositions. Et donc, ce que je proposerai au président des chambres et à l'exécutif, si bien sûr je suis président de l'AMF, c'est qu'on crée un comité exécutif local législatif pour travailler en amont sur tous les textes qui concernent l'organisation des pouvoirs publics et essayer de faire entendre la voix des maires, y compris les maires de la ruralité qui sont souvent les grands perdants de ces textes. Et je peux vous citer une somme de mesures qui sont dans un programme de plusieurs pages que j'ai envoyé par email à tous les maires de France. Et parmi les dossiers que vous aurez à gérer, il y a évidemment celui des finances. Vous en avez un petit peu parlé, cette question de la suppression de la taxe d'habitation à laquelle l'association des maires s'oppose. Comment vous faites pour revenir dessus? Est-ce que ça vous paraît possible de demander au prochain président de la République de revenir dessus? Et comment on fait pour compenser la perte qui a été celle des maires de France avec cette suppression de la taxe d'habitation? Alors, il y a une perte qui a été celle sur la DGF. Et la dotation globale de fonctionnement. La dotation globale, c'était à partir de l'été 2014, c'était sous le quinquennat de François Hollande, et l'AMF, en indépendance, y compris avec son premier vice-président socialiste, s'est opposé à cette mesure. On parle de 11 milliards, mais en fait, il faut regarder en cumulé budgétaire, c'est 22 milliards qui ont été soustraits. C'était de l'argent qui appartenait aux communes. Et puis, il y a eu effectivement la taxe d'habitation qui, pour l'instant, a été compensée à 90%, on va dire, mais pas à 100%. On sait dans le temps que les compensations de l'État s'étiolent et qu'on arrive qu'à 40% au bout de 10 ans de compensation. C'est l'histoire qui nous le montre. Vous craignez que ça soit comme le RSA avec les départements? Oui, puis comme tout ce qui a précédé. Donc l'enjeu là-dessus est je crois, non seulement d'être défensif, de rappeler la nécessité de défendre les dotations. On n'est pas des quémandeurs.
On n'est pas des pleurnichards. C'est un argent qui appartient aux contribuables locaux, qui appartient aux collectivités que l'État s'approprie. Mais au-delà d'être défensif, il faut surtout être proactif, constructif. Et moi, je souhaite que l'AMF, elle soit constructive et qu'on propose, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus d'ailleurs, puisque c'est des résolutions qu'on prend depuis 3 ans, cette grande loi des libertés locales que nous appelons tous de nos voeux pour retrouver le principe de subsidiarité au cœur de la République et que pour chaque collectivité, il y ait un impôt. Et je crois que ça nous permettra aussi de retrouver du lien civique. Parce qu'on parle de la dévitalisation financière des communes. On parle de la dévitalisation en matière d'urbanisme. On parle de ces contraintes juridico-administratives, mais il faut parler aussi de la dévitalisation civique, qui est peut-être le problème le plus grave, avec une abstention élevée, avec des citoyens qui sont tentés soit de ne plus s'occuper de la vie politique et de la vie civique, soit d'aller vers les extrêmes, vers les humeurs. Donc on a un enjeu de clarté, de simplicité, d'efficacité dans l'organisation des pouvoirs publics. Vous êtes clairement partisan de recréer un impôt municipal, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a un impôt municipal aujourd'hui qui est le foncier bâti. Et avec des situations d'injustice. Ou il en faut un suffit nouveau. Pas. Je crois qu'on a une nécessité de réorganiser l'appareil public pour sortir de la suradministration. Aujourd'hui, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les tâches de back-office administratif en France consomment 35% des effectifs de la fonction publique. La moyenne européenne, c'est 24%. L'Allemagne, qui est bien administrée, c'est 25%. C'est 8 points, c'est 450 000 fonctionnaires qui ne sont pas sur le terrain. Il faut qu'on ait plus de fonctionnaires sur le terrain. Et il faut qu'on retrouve, donc, qu'on arrive à abaisser la pression fiscale, mais en revanche, on doit avoir un lien direct entre l'habitant et le local. C'est ce qui crée de la responsabilité, y compris pour les élus, qui rendent des comptes. Aujourd'hui, on rend de moins en moins de comptes fiscaux. Donc ça ne nous incite pas à l'efficacité. On va parler de la décentralisation. Vous nous l'avez dit, vous souhaitez une grande loi de liberté locale pour le prochain quinquennat. Vous avez une expression qui est assez forte, vous parlez d'archaïsme centralisateur de la part de l'État. L'un des thèmes, l'un des points forts de ce congrès pour l'AMF, c'est la renégociation de la relation entre l'État et les collectivités. Comment ça doit se traduire concrètement pour vous ? Ça doit se traduire par un travail complet, législatif, d'organisation des pouvoirs publics. On a une colonne vertébrale entre l'État et les communes et avec les départements et les régions. Et les départements qui ont une forte identité aussi, une forte vocation dans l'histoire de notre pays. Et là-dessus, alors, il faudra que l'AMF adopte une position commune pour être forte, qu'il ne soit pas la position d'un parti politique ou du président de l'AMF, qui devra être la position des maires de France et validée par les instances, comités directeurs et bureaux. C'est ça aussi la force de l'AMF. Il y a des divergences entre les maires sur ce sujet ? Non, mais il faudra trouver le dénominateur commun. Non, je crois. D'ailleurs, je ne le crois pas. Je lisais la lettre du candidat communiste à la présidentielle. Dieu sait que je ne suis pas communiste, et qui a adressé aux maires, si vous voulez, sa lettre pour recueillir les parrainages. Je vous invite à la lire. Je pense que quelqu'un qui a une fibre comme moi, très attaché aux libertés locales, s'y retrouve complètement. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus un clivage droite-gauche, il y a des étatistes et puis il y a ceux qui savent que la modernité, elle est à la responsabilité et à la liberté, et donc y compris sur le plan local. On va parler de la question de la sécurité, Stéphane. Oui, on a parlé de l'attaque qui a frappé votre ville en début d'émission. La sécurité des élus est en jeu aujourd'hui. On disait tout à l'heure que les agressions, notamment des élus locaux, ont triplé ces dernières années. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande aujourd'hui au préfet de renforcer la surveillance des permanences, voire des domiciles privés des élus. Est-ce que l'État est suffisamment à vos côtés sur ces questions ? Non. Qu'est-ce qu'il devrait faire de plus ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus ? Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des sanctions. Vous savez, nous avons perdu un de nos collègues, le maire de Signes dans le Var, qui est un de nos voisins, qui était un maire exemplaire, qui était élu et réélu depuis des années, comme beaucoup de maires en France, quelqu'un d'engagé, ce sont des postes quasi bénévoles, enfin il faut dire la réalité de ça, et qu'il le faisait par passion. Il se rend compte que des individus déchargent dans la forêt, dans sa commune, il va leur dire de recharger, il l'écrase, il le tue. Ces gens-là n'ont toujours pas été jugés. Donc qu'on commence par juger et condamner, puisque c'est trivial de le dire, ceux qui agressent les maires. Mais ce que rencontrent les maires, c'est ce que rencontrent tous les Français. C'est la déliquescence de l'État régalien. C'est malgré la bonne volonté des magistrats, malgré le gros travail des policiers, les ruptures dans la chaîne pénale. Et je crois que ça commence par là. On ne demande pas un guichet spécifique, on ne demande pas un numéro vert, on ne demande pas qu'on nous flatte à chaque agression. On demande simplement que l'État s'occupe moins de nos communes, s'occupe moins de notre vie, mais s'occupe plus de ce qu'il regarde, c'est-à-dire la sécurité, les fonctions régaliennes. C'est l'heure du bilan du quinquennat aussi pour Emmanuel Macron, le chef de l'État qui sera présent jeudi et qui va conclure votre congrès. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours du chef de l'État et comment vous qualifiez ce quinquennat dans les relations entre les maires et l'État ? C'est un quinquennat difficile parce que je le rappelais tout à l'heure, qui a commencé par
la nationalisation de la taxe d'habitation. Hein, c'est un enjeu entre 22 milliards et 25 milliards, que l'on prenne en compte ou pas les résidences secondaires, par le dispositif de Cahors, qui était un truc très bureaucratique, très techno, qui voulait encadrer nos dépenses de fonctionnement, alors que nous n'empruntons que pour l'investissement, comme dans une entreprise. On applique la règle d'or dans une commune. Le hashtag balance ton maire. Et puis au-delà de ça, il y avait une petite musique qui revenait sans arrêt. Les maires, c'est des ringards. Les mairies, c'était un archaïsme. On était bon qu'à faire des ronds-points, etc. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes. Et tout a changé. On est passé de balance ton maire à accroche-toi à ton maire, et avec ensuite une somme de discours, parfois de flatterie, y compris pendant la crise Covid. Mais dans la réalité, on voyait bien, mais pas que les maires d'ailleurs, tous les Français, y compris les préfets, apprenaient les mesures à la télé. On nous disait le mardi que les marchés alimentaires restaient ouverts, et puis on recevait un arrêté ministériel dans la nuit du vendredi au samedi, ce que je vous dis est du vécu, à 5h du matin, au moment où les gens avaient déjà déballé leurs fruits et légumes, en disant il faut vite remballer parce que les marchés sont interdit. Donc, je crois qu'il y a une meilleure volonté qui s'est traduite par l'action de certains ministres, comme Jacqueline Gouraud, comme Sébastien Lecornu, qui sont des gens qui connaissent bien les communes, qu'il y a un discours qui a changé, mais que dans la réalité, le carcan descendant, le carcan bureaucratique, nécrocratique est tellement fort que même lorsque l'on veut être agréable avec les maires, ça se traduit par des schémas en plus, ça se traduit par des appels à projets, donc à chaque fois par des canaux très verticaux. Mais du coup, c'est un problème. Lesquels peuvent s'inscrire les grandes villes, les villes qui ont de l'ingénierie, mais dans lesquelles ne peuvent pas s'inscrire beaucoup de communes. Du coup, c'est un problème d'Emmanuel Macron, c'est un problème de l'État centralisateur. C'est les deux. Et je crois que le président de la République, qui a ses défauts et ses qualités, qui a fait des bonnes choses et des mauvaises choses, il ne faut surtout pas être manichéen dans la vie. Et la vie nous apprend à relativiser tout ça. Mais à une formation, à une expérience de vie qui l'éloigne de la réalité quotidienne et du terrain. Donc, qui fait qu'il a du mal, je pense, à concevoir ce que l'on vit au quotidien. Comment l'AMF, si vous êtes élu président, va s'impliquer dans la présidentielle? Est-ce que vous souhaitez que les candidats viennent devant les maires? Alors l'AMF, d'abord, elle n'a pas à prendre parti, évidemment. L'AMF, comme je le disais tout à l'heure, elle doit être un peu indépendante, elle doit être neutre dans son émanation. En revanche, ceux qui la composent font bien ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas une association qui se doit à la neutralité des fonctionnaires, hein. C'est une association d'élus. Voilà. En revanche, l'AMF, dans ses prises de position, doit être strictement neutre, équitable, et faire ce que nous avions fait d'ailleurs en 2017. Et pourquoi pas, moi je souhaiterais qu'on le fasse avec Territoire Uni, c'est-à-dire avec Régions de France et avec les départements de France, avec qui il faut travailler la mano et que l'on reçoive les candidats, à la fois pour essayer d'obtenir des engagements en faveur de notre conception de la subsidiarité des libertés locales. Et dernière question, Stéphane. Et vous, à titre personnel, vous êtes républicain, en fait, qui soutenez-vous dans le cadre de la primaire, en fait? Moi, je suis candidat à la présidence de l'Association des maires de France. Ce serait bien irrespectueux du maire, et bien stupide de ma part d'ailleurs, que de prendre position dans ce congrès. Il y a des gens de qualité qui s'affrontent avec beaucoup je trouve de courtoisie, et après on n'est pas obligé de partager les convictions qui sont les nôtres, hein, mais je trouve avec du respect mutuel et du respect des spectateurs. J'ai regardé les débats, on sentait qu'il y avait une volonté de travailler les dossiers, de pas être enflammé, et puis voilà, les militants choisiront, mais c'est autre chose. Moi, mon combat, mon engagement, c'est l'AMF, c'est le combat de ma vie. Merci beaucoup. Merci David Lisnard d'être venu sur ce